Quand on a joué au Real Madrid, quand on a joué pour Bojan Malkovic, quand on a gagné ce qu'il a gagné, quand on a été aussi discipliné qu'il a su être sur le terrain, quand on a une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, ça implique le respect et Mousse, il a ce respect. Moi j'étais convaincu que Mousse serait le premier joueur français à évoluer en NBA. J'en étais convaincu et je pense que si il était arrivé 8 ans plus tard ou 10 ans plus tard, au moment où la NBA a changé de mentalité par rapport aux Européens, Mustapha Sonko aurait pu faire une carrière à la Tony Parker. Sonko représente beaucoup, surtout pour la jeune génération. Mustapha Sonko, le meneur de Gravelines, 1m92, 21 ans, la nouvelle merveille du basket français. Exploit du basket français. La première fois que j'ai joué au basket, c'était dehors. Parce que bon, c'est là où j'avais vu, des gens jouer au basket. Donc c'est de là d'où tout est parti, quoi. Bon, j'ai joué la première fois dehors comme ça, et puis après j'ai été m'inscrire en club et j'ai continué. Le club c'était Stade Français. Bah, j'ai commencé quand j'avais 12 ans. 12 ans 12 ans, ouais. Il commençait déjà à être un peu connu, même gamin, sur les playgrounds, quoi, hein. C'était une figure du playground parisien parmi les mômes, parmi les gamins, quoi, hein. Il a été précurseur, c'est le premier garçon des cités, quelque part, hein, qui est arrivé. Il a été un exemple dans lequel beaucoup de jeunes se sont engouffrés, quoi, hein. C'était quoi le déclic après le playground? C'est un entraîneur qui t'a repéré? C'est quelqu'un qui t'a vu jouer dans la rue? Comment ça s'est passé? Non, bah, ça a commencé. Bon, je suis parti de moi-même quand j'étais dans un club à l'ASVO Paris, dans le 20e arrondissement, dans un club qui s'appelait Sceaux, Ouais. qui maintenant est en National 2. À l'époque, ils étaient en Pro B et c'est de là que j'ai commencé. J'ai été cadet là-bas. J'ai intégré le centre de formation l'année d'après. Et 2 ans après, je me suis retrouvé avec l'équipe première. Il avait quand même un jeu qui était un jeu très basket, classique, je dirais, parce que bon, il faisait pas de marché, il avait une recherche dans le fait de marquer les paniers qui n'était pas simplement aller au panier. Il faisait des passes, très 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 bon passeur déjà. C'était déjà un jeu où il avait intégré des valeurs du basket collectif qu'on peut attribuer au club par rapport au basket individuel qu'on peut attribuer au basket de rue. Cette saison est exceptionnelle d'abord parce qu'on est champion de France avec un budget qui est totalement dérisoire. Je crois qu'on avait l'avant-dernier budget. Elle est exceptionnelle aussi parce qu'on a 2 joueurs en Pro B qui sont des anciens de NBA. Caris Curry, qui a joué à Houston. Winston Cright, qui a aussi lui fait 2 ans en NBA, donc c'était des joueurs hors normes pour la Pro B. Mais le plus fort de tout, c'était Sonko. C'était Sonko. Mousse, c'est quand même un phénomène. C'était un phénomène d'époque, quoi. Tout le monde disait que c'est fort qu'arrivait, sans vraiment c'était un petit peu le Yeti, tout le monde en parlait avant même de l'avoir vu.
une superstar. La Pro B était super médiatisée, je trouve, à l'époque, parce qu'il y avait d'excellents Américains dans chaque équipe. Et Mousse, il faisait partie des superstars de la Pro B déjà. Il y a eu une clé à la réussite de Mousse, c'est la clé que lui a permis d'avoir sur le terrain Alain Weiss. Ouais, c'est clair, c'est une chance que j'ai eue. Je lui dois beaucoup d'ailleurs par rapport à ça. Où à cette époque-là, ce genre de basket n'était pas du tout apprécié. Il avait plus ou moins une identité basket de rue et les gens disaient que ça ne collait pas avec le basket, on va dire, de club. Et Alain Weiss l'a laissé jouer au maximum de ses qualités. Il le laissait faire et il enlevait ses problèmes de perte de balles, parce que Moussa Sonko perdait beaucoup de balles. Et c'est un joueur créatif, donc obligatoirement, il fallait lui permettre de perdre des ballons, quoi. Faut expliquer, Mustapha, que toi, tu as joué très longtemps en playground avant de rejoindre une équipe, quand même. Non, enfin, t'as joué beaucoup, quand même. Pas exactement, j'ai passé énormément de temps, mais le temps que j'ai joué sur le playground, j'ai joué en club. Moi, je sortais de Sarcelles et lui de Paris, et puis j'allais voir les grands jouer. Et sur ces playgrounds, il y avait vraiment des stars et tout. Il y avait Olivier Saint-Jean, il y avait tout le monde, quoi. Il y avait David Lesmond, et puis moi j'accompagnais. Moi j'étais le petit jeune du groupe, et c'est là que j'ai découvert Mousse. Et c'était incroyable déjà à l'époque de voir un tel joueur. Je savais que c'était un joueur professionnel et qui jouait dans les playgrounds, c'était beau à voir jouer. Mais le roi du basket de rue, la terreur des playgrounds, c'est lui, son maillot rouge, Mustapha Sonko. Car Semou a beau être basketteur professionnel, à Sceaux, aux portes de l'équipe de France, il reste l'un des plus assidus sur les playgrounds. Et évidemment, pour ses potes, c'est l'exemple type de la réussite sociale. Semou, il est un grand pour nous. Franchement, il est déjà un grand là. Je pense pas qu'il y a plus de questions à se poser, à mon avis, un grand. C'est déjà un grand, quoi. C'est à lui de pousser son chemin et de ne pas tomber dans les embûches, parce que c'est plein d'embûches quand même. C'est quoi les embûches? Bah, les conneries, quoi, tu vois ce que je veux dire. Pas de danger qu'il en fasse. À 20 ans, Semou habite toujours chez papa et maman dans le nord de Paris, bien sûr. Et à part le rap et ses copains, il ne vit que pour le basket. Comme ses 7 frères et sœurs, il ne connaît le Sénégal qu'en carte postale. Et même s'il commence à gagner un peu d'argent, pas question pour lui de bouleverser ses habitudes. Je me fais bien ici. Pour l'instant, j'ai pas envie de changer. Je me sens bien ici. C'est important l'équilibre, la famille, tout ça? Ouais. Et vos dents là, qu'est-ce qui vous est arrivé alors? Des coups de coude. Quoi, des coups de coude? Au basket? Ouais. Basket. C'est violent, hein? On peut pas dire que c'est violent, ça va. Ça peut arriver à n'importe quand. Il m'expliquait que tous les mercredis après-midi, il allait chez le dentiste. Bon, je savais que c'était pas vrai. Je savais qu'il allait sur le playground jouer. Au lieu de venir s'entraîner avec l'équipe de Pro B, alors il était professionnel quand même, il était tenu à ça. Il allait jouer sur le playground. Et j'ai fermé les yeux pendant 2 ans. Mon président me disait toujours, mais Mousse, il arrive à quelle heure là? Je lui dis, tu sais, le dentiste, ça finit tard. Hein, ça, je sais pas. Puis il vient de loin, il vient de Saint-Denis, le RER, souvent en grève. Hein, souvent en grève le RER. Hein, donc bon, c'était son oxygène. C'était son oxygène, il était hors de question de lui enlever ça. Tout le monde disait à cette époque-là que Mustapha Sonko, il n'arriverait jamais, parce qu'il avait une mauvaise hygiène de vie à cause du playground. Il jouait au basket tout le temps. Il jouait au basket matin, midi, soir. Après l'entraînement, il allait dehors, il jouait. Ah oui, je m'arrêtais jamais. Hein. Je jouais tout le temps. Donc même avant d'aller aux entraînements, je passais jouer, on jouait entre nous. Après, j'allais m'entraîner. Il progressait de semaine en semaine par le playground, parce que c'était pas des choses qu'on travaillait nous, hein, pas du tout. C'était lui c'était une sorte d'autodidactisme, je dirais, qui lui était totalement propre et qui faisait qu'il était en train d'acquérir une technique qui n'était pas la technique qu'on travaillait aux entraînements, qui était sa technique à lui. 70-93, ou Pyros Tour, grosse opération Bercy. J'ai tenté en tant que consultant de dire à Nike ce serait bien qu'on fasse une première partie, qu'on fasse les finales du Raid sur Bercy.
plutôt que de rester sur notre playground et de mettre en valeur le potentiel du basket de rue français, quoi. Et puis finalement, on s'est retrouvé à 17h à l'ouverture des portes avec 8000 jeunes qui sont venus et qui ont fracassé, du moins gentiment, les portes en poussant sur la pression, qui sont rentrés dans Bercy, qui ont pris toutes les places VIP qui étaient réservées pour les clients Nike. Les sièges rouges bien placés. C'était surtout pour voir les joueurs américains après, mais en tout cas, on a fait les finales du raid devant 8000 personnes. Ces 8000 personnes à Bercy, c'était un moment inoubliable. On en parle toujours, quoi. Quand on se revoit avec Mousse, avec Magloire, avec Brice ou Malik, on parle encore toujours de la finale du raid outdoor, quoi. L'équipe qui gagnait le tournoi allait jouer avec les Américains, c'est quand même un énorme cadeau à l'époque, en 93. Et franchement, c'était vraiment un rêve. Ils ont joué très peu de minutes et d'ailleurs Mustapha nous a pas reproché mais a simplement dit en interview qu'il était très déçu parce que lui se considérait déjà comme un joueur qui pouvait jouer à un très bon niveau, quoi. Donc il était un peu frustré de ça. Et bon, après, partout où j'allais, les gens me reconnaissaient. Donc on me demande des autographes un peu par-ci par-là, donc j'essaie d'être un peu en retrait par rapport à tout ça, mais c'est difficile. Et c'est clair qu'à ce moment-là, les gens ne me voyaient plus de la même façon. Même s'il était licencié, je crois que la majorité de son art ou la maîtrise de son art, il l'a eu dans la rue, quoi. Il l'a eu dans les playgrounds, quoi. C'est à force de jouer dehors qu'il s'est fait son identité, quoi. Donc Sonko, c'est quand même l'icône de rue en France, quoi. Viens faire un tour du code du background parisien, tu verras que les pratiquants ne sont pas des vauriens. Je vais prendre l'exemple professionnel, par ses fesses on le considère comme un criminel. Non, je te parle pas de Michael Jordan, ni Barclay, dont tout le monde est Morgan, mais tout simplement de Mustapha Sonko, passé par là, il est devenu pro. Ensuite, c'était vraiment un exemple, quoi. Tous les jeunes ont commencé à rêver en se disant qu'ils pouvaient réussir au basket en basket de rue. Ce que je ne voulais pas qu'on véhicule comme fausse image, c'était qu'il suffisait d'aller sur le playground et puis on allait devenir Mustapha Sonko. En basket, il y a tout un apprentissage des gammes qui est absolument indispensable. Et si vous n'apprenez pas les gammes, vous n'arrivez pas à franchir le pas. Mousse avait appris ces gammes. Il fallait quand même mesurer le travail que fournissait Mousse Sonko, arrivé au niveau où il est arrivé. C'est-à-dire que ce n'est pas que la rue qui l'a amené à ce niveau-là, il y a aussi la formation que lui ont amené tous les éducateurs, du petit club où il démarre, puis à Sceaux avec Alain Weiss, etc. Gravelines, il s'y fait pas, parce qu'il est trop loin de Paris, de la banlieue, de ses copains et tout ça. Je me suis retrouvé seul dans le nord, dans le froid. Ça a été un peu difficile parce que déjà je suis arrivé, j'avais une tendinite au genou qui m'a duré assez longtemps, j'ai vraiment un peu galéré. Il rate beaucoup de matchs, c'est une saison qui lui laissera sans doute pas un souvenir impérissable, mais il y a des matchs où il est déjà très bon. Il fait signe à Bourgain de se démarquer et il y va tout seul. Mustapha Sonko, 2 points supplémentaires. Ah, je vous avais dit, c'est quelque chose. Il a peur de rien. Les gens avec moi dans le Nord, ils ont été extraordinaires. Hein. Franchement, ils m'ont bien accueilli. Ils ont été super avec moi. Ils sont bien occupés de moi.
Le seul truc, c'était que bon, je me suis retrouvé tout seul et ça m'a pris du temps un peu avant de pouvoir m'adapter à la situation dans laquelle j'étais. Bon, c'était dur pour lui à Gravelines. C'était très dur. Donc Levallois prenait tout son sens dans la mesure où c'était un retour sur la région parisienne. Et puis il y avait vraiment un projet fort. Il était vraiment question de faire de Levallois une des places incontournables du basket français. À l'époque, un meneur, c'était plus le style Valérie de Maury qui fait les passes, qui gère tout ça. Et là, on voit arriver un meneur qui dunk sur tout le monde et tout. Donc c'est un peu une bombe qui arrivait dans le basket français, quoi. Une bombe qui arrivait dans le basket français, quoi. Bon, le West, Il explose, il avait explosé à Sceaux en Pro B, mais ce n'était que la Pro B. Et le Valois, là, c'est l'éclosion, c'est la suite logique de ce qu'il a montré auparavant, depuis Villa-les-Otages. Sceaux, Gravelines, suite logique, et là il devient un joueur exceptionnel. L'impact qu'il a eu avant, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui a eu cet impact-là aujourd'hui dans le basket français. Même Parker n'a pas eu cet impact-là. Parker a été effectivement un bon joueur à Paris, mais Moussonko, il remplissait la salle de Levallois. Des milliers de personnes allaient voir Levallois. Et ça restait l'idole, parce qu'il faisait rêver des tas de personnes. Je veux dire, j'étais admiratif de voir quelqu'un donner du plaisir en jouant. Voilà, et son jeu, c'était basé sur ça. Moi j'étais espoir, je restais tout le temps pour les matchs, c'était incroyable. On savait que Mousse il donnait du cœur, quoi. Et il amenait des gens dans cette salle. Ouais, il y avait un gros buzz comme ça dans la région parisienne autour de ça. Qui prend le match en main. Super Sonko. Sonko, oui, il a montré à Tour de France que c'est un vrai meneur de jeu. Il a pris son shoot, on est avec son shoot. Il a bien distribué le ballon. 6 secondes avant de shooter. Son goal pour Kryskowiak. Super passe, digne de la NBA ça. Et ça c'est Moustapha Sonko maintenant. De ces 3 années? Sont restés mémorables. De toute façon, Levallois, j'ai toujours considéré Levallois après comme chez moi après. Même en passant 3 ans là-bas, c'était comme si j'avais passé toute mon enfance. C'est lui qui bonifie complètement cette équipe de Levallois. Et puis après, qui lui donnera une âme. Même quand il est parti de Levallois, après c'est les Cardiac Kids qui arrivent à Levallois. Et ce sont ses héritiers. Les Fa, Mazingue, Thierry Zig et tout ça, ce sont les héritiers de Moustapha Sonko. J'ai eu cette chance, c'est lié. C'est un grand frère, un ami pour moi. Il m'aidait, il essaie de me faire devenir un peu plus professionnel. Et c'est plus facile d'écouter Moustapha qu'un Américain, parce que moi, ça fait partie de mes idoles, quoi. Bah, Mousse, c'était un peu notre modèle, quoi. C'était un peu l'exemple. Le mec qui avait réussi, un jeune, qui se prenait pas la tête et qui rigolait tout le temps.
Et puis c'était aussi un des premiers meneurs à faire du spectacle, à avoir un jeu un peu plus, beaucoup même, très flashy quoi. Il faisait beaucoup de spectacles, beaucoup de crossover. Je l'ai vu jouer à l'époque et faire des matchs improbables, faire des trucs, il tentait des choses. C'est cette imagination qu'il avait et surtout cette audace qu'il habitait, était remarquable. Sonko, il était parti pour dunker, ça aurait été un match extraordinairement spectaculaire. Enfin, à chaque fois qu'il allait dunker sur la tête d'un gros, nous on était, quand t'es jeune, t'étais tout excité, t'étais comme on se regardait comme ça sur le banc, on rigolait. C'était une équipe de Valois avec ces joueurs-là, avec les Kadiakis, les Zig et autres, qui étaient compliqués à jouer parce que qui sortaient totalement des standards habituels, quoi. Mais je me rappelle, c'était une équipe, le Valois, à l'époque de Mustapha et les autres, qu'on respectait, qu'on abordait avec beaucoup d'attention parce qu'on les savait capables de tout. En contre-attaque, peut-être va-t-il y aller seul. Mustapha Sonko. Oh, quel shoot! On se rappelle d'un match qui était télévisé où il avait fait revenir son équipe de Levallois sur les 5 dernières minutes, où il avait tout fait en 3-4 minutes. C'était le joueur comme ça qui était capable de faire revenir son équipe. 5 points, 23 secondes. Tout est à refaire pour Levallois. Oh que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur! Oh là là là! Quel numéro extraordinaire de Moussonko! Et le contre extraordinaire! Mais derrière, il y a 2 points pour Bouzinière. Oh, quelle fin de match incroyable! 8 secondes, 7 secondes, c'est quasiment gagné. Encore un panier à 3 points. Oh, qui passe! Oh, Mustapha Sonko! Il est sur une autre planète, Mustapha Sonko! Et le Valois qui s'incline d'un petit point seulement, c'est terrible! Oh, j'ai jamais vu ça! Le festival de Mustapha Sonko. L'Auvergne. Et retour en zone, non, parce que Arsène Demensa récupère. Oh, et dunk! Il est monté sur Thierry Zig, Arsène Demensa. Mustapha Sonko. Oui, qui arrive à trouver, ça c'est bien fait, Marcus Gazer. Ligne de fond pour l'équipe de Levallois, Sonko. Ouais. Voilà, le salut doit venir de Mousse Sonko qui doit montrer l'exemple. Et finalement c'est Levallois. Belle passe pour Gazer de Mustapha Sonko et 2 points Marcus Gazer. 4 regards seulement. Jared Strudens. Non, ce sera un retour en zone. Sonko est le premier. Boum! Alors Anciara n'a rien vu venir. Mousse Sonko est passé la surmultipliée. Je crois que Sonko a décidé de prendre le match. Oh là là! Il l'a pris en main ce match. Ça y est. Sonko. Oh là là, Oh superbe! Elle est sublime! Elle est sublime cette passe de Mousse Sonko pour l'Auvergne à l'intérieur. Et vous avez vu comment Sonko Regardez a ça. pénétré dans la zone du PSG. Ça va vite avec Sonko Gazer, Sonko à nouveau. Oh, c'est magnifique encore! Ouais, magnifique ce qu'elle fait à Mousse Sonko face à Eric Strolens. Jordan réincarné sur le parquet de Levallois. Quelle énorme différence de points à l'arrivée. 19 points d'écart en faveur de Levallois. C'était en Grèce. Ouais. Ouais, franchement, c'était une super expérience. C'était avec Michel Gomez. Bon, on avait mal terminé, mais c'était une très bonne expérience. Il a passé pas mal de monde par ses qualités athlétiques, évidemment. Oh oui, et le caviar, tout de suite. Sonko se met en valeur. 10 secondes, il faut enclencher un mouvement, il faut faire quelque chose. Et puis y aller là, pour aller toquer demain, voilà, pour le roi. Basket de rue, Mustapha Sonko. Qu'on avait besoin par moment pour faire sauter les verrous de l'électron libre, il était parfait dans ce rôle-là parce qu'il était capable sur 2-3 minutes justement de changer le cours du match. Un contre sur Stefano Stronsky. Oh là là, quelle action extraordinaire de Mustapha Sonko. J'espère qu'on va le voir au ralenti. À l'image de sa première mi-temps. Double appui, oui, bah ça c'est lesque. Oh, la hauteur de Mustapha, incroyable.
Extraordinaire action de Moustapha Sonko. Fantastique. Un Sonko qui joue aussi juste peut être candidat pour le titre de meilleur joueur français cette saison. Et bien, on parle encore de lui et il traverse toute la défense pour aller dunker. Wow. Je découvrais, il y avait Ciara, tout ça, c'était un peu une nouvelle génération qui arrivait face à Ostrowski, Gadou, moi, qui parle de l'équipe de France. C'était vraiment sympa de voir arriver tous ces jeunes qui étaient relativement respectueux. Nous, on les respectait aussi parce qu'ils commençaient déjà à jouer dans le championnat français, on les connaît. C'est vrai que nous, à notre jouait quand même nettement moins, les jeunes jouaient nettement moins. Est-ce qu'il y a une différence en fait entre les règles du basket européen et le basket américain, enfin, et la NBA surtout? Et tu préférais avoir comme règle les règles de la NBA ou tu aimes bien les règles européennes? Je préférais les règles de la NBA parce que bon, c'est plus basé sur ton jeu. Sur mon jeu, oui. Ouais. En particulier sur le 1 contre 1. Et bon, c'est plus ce qui convient à mon jeu. Ça te ressemble plus. Il était dans une équipe avec, pour ceux qui connaissent, Paul Richardson, Ron Harper, c'était les joueurs qui jouaient aux Clippers à ce moment-là. C'est une grosse équipe de Summer League. Et moi je savais avec qui il était et je lui avais dit, bon, tu te prépares pour ça, il faut que tu arrives 2-3 jours avant, tu sais, il y a un décalage horaire, il faut se préparer à ça. Il m'a dit, non, moi, décalage horaire, je descends de l'avion, je joue. Bon. Et c'est il est descendu de l'avion, il a joué, mais il a joué contre des joueurs qui étaient des joueurs de NBA. Et il a été catastrophique. Sur sa première prestation, ça a duré peut-être 5 minutes. Il a perdu les ballons, il a pris des courants d'air en défense. Et Paul Richardson est allé voir son coach et il lui a dit, le Frenchie, là, tu le sors tout de suite, nous on est là pour gagner, on n'est pas là pour faire plaisir. Bon, il n'a pas été déçu parce qu'il n'est jamais déçu, Mousse. Et il est passé dans la Summer League B, ce qu'on appelle la Summer League des free agents. Et à ce moment-là, il est rentré dans une équipe qui avait tout perdu de free agents. Et grâce à lui, l'équipe a tout remonté, elle a gagné tous les matchs. Et malheureusement, pour des raisons de billets d'avion, elle n'a pas pu jouer la finale. Mais il a amené cette équipe, qui était une équipe de bras cassés complet, il les a amenés en finale de la Summer League des free agents. Et il y avait des observateurs qui ont dit, il est fort quand même. C'était plus pour voir la première année. Il n'y avait pas a priori d'intention forte ou de croyance forte qu'il allait intégrer la NBA. On a renvoyé des cassettes, bon, il s'était fait un petit nom quand même. Et donc là, il a fait, parti fin juin, si je me rappelle bien, faire une tournée avec 4 équipes. Portland, Miami, Charlotte et... quatrième équipe. Et Philadelphie. Ça s'est assez bien passé, si je me souviens, avec Miami. Et ensuite, il est parti à Portland et c'est là que ça s'est passé le mieux. Portland, où c'est bien passé avec PJ Carlesimo, donc il y avait des contacts avancés, tout ça. Et avec Miami aussi, c'était pas très laid déjà à cette époque-là. Le blocage qu'il y avait eu, je pense à l'époque avec Miami, c'est qu'à cette époque-là, je parlais pas du tout la langue. Et qui disait qu'il avait besoin avec un meneur de jeu, il avait besoin de communication. Donc, Pour un meneur, mener le jeu, être le patron d'une équipe sans parler la langue, les équipes NBA à cette époque-là avaient vraiment peur de passer ce cap-là. Malheureusement pour Mousse. Yes, we like him. T'entends ça partout. We like him, we like him. Bon, mais alors mais il se passe rien derrière. We like him, mais il faut attendre parce que ils ont tant de joueurs sous contrat. Voilà, ils vont peut-être trader machin pour prendre truc. Et puis il y a un tel qui a été drafté. Enfin bon, c'est très très complexe leurs histoires là. Et donc il lui avait demandé d'attendre. Bon, lui il avait encore un contrat d'1 an à Levallois, à la reprise de l'entraînement, il fallait qu'il soit là, quoi. Donc, il est rentré. Est-ce qu'il y a une forme de petite jalousie Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, j'étais content.
Et franchement, j'étais surpris parce que... Enfin, j'étais surpris, non, parce que juste avant les drafts, on avait des échos quand il avait fait le camp de Chicago, je crois, pour dire qu'il allait être drafté haut. Donc on savait déjà qu'il allait être drafté. Mais on savait, bon, personne ne savait à quelle position, mais honnêtement, j'étais content pour lui. J'étais content pour lui. You're from Paris, born in, let me try this, Maison Alfort. Yeah, okay. Maison Alfort. What's the big difference between basketball here in the United States versus playing overseas? Well, basically, America invented the game, and you have to take this in account. La façon dont il a fait, c'était encore plus, je pense, encore plus dur que certains, parce que bon, il a été dans l'université, il a changé d'université. Et après, bon, il a pris un volume, il a pris un volume que personne ne pouvait attendre, surtout en Europe. Du moins plutôt en France, on va pas dire en Europe, plutôt en France. Yeah. Yeah. Athlétiquement parlant, il était déjà, quand il était déjà hébreu, il était déjà au-dessus de tout le monde. Ah oui. Si on remettait dans le contexte Moussa Sonko à l'époque de maintenant, il serait l'un des joueurs les plus recrutés par les équipes NBA. Parce qu'il a le jeu parfait pour la NBA. La dureté, la rapidité, spectaculaire. Oh, oh là 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 là, c'est fort! Ça, c'est le panier du match, là. Ah ouais. Il entrait tout à fait dans cette catégorie de joueurs qui sont recherchés actuellement, qui sont plus des combos que des 1 purs, voire des 2 purs, quoi, hein. Hélas, on ne rentrait pas aussi facilement que ça pour les Européens, encore moins pour les Français. Et c'est vrai qu'il avait un jeu, je pense, tout à fait adapté en arrière, meneur. Il avait une détente exceptionnelle, une vitesse. Enfin, le tout faisait pour moi que c'était un joueur NBA. Même si Tariq a été extraordinaire sur sa carrière universitaire et donc ses premières années en NBA, moi j'avais misé sur Mousse. Il ne l'a pas pu, mais pour moi Mousse reste le numéro 1. De ce que Mousse, il a eu du mal à s'adapter à la vie dans le sud-ouest, quoi. Bah, comment je peux te résumer ça? Mousse, il est de Paris, quoi. C'était un peu la campagne pour à l'époque, donc c'est pas facile. Lui qui aime bien le monde, tout ça, donc là, il était pas très bien servi. C'est toujours dur de changer de club, de changer de vie, changer de ville. Un Parisien trouve en Béarn, c'est pas évident non plus, donc petit banlieusard, c'est pas évident tout ça. Et c'est la vie aussi, ça. Et Mousse, il est de 72, il avait 24 ans, 25 ans, il était passé par Gravelines, certes, mais l'attente, l'Europe, le Grand Palais des Sports, Pierre Seillant, la succession de Rigaudot, c'était pas évident. Bon, c'est clair que Pau attend énormément de moi. Passer derrière Rigaudot aussi, c'est pas facile. Moustapha Sonko, lorsqu'il est arrivé à Pau, était très attendu par le public parce qu'il sortait d'une très grosse saison à Levallois, une saison de scoring notamment, et les attentes n'ont pas été un petit peu la satisfaction de tout le monde. Il se blesse, hein, il avait des problèmes d'adducteur, le rythme des entraînements un peu plus important qu'à Levallois, 2 matchs par semaine. Tout ça a fait qu'il y a eu un temps d'adaptation. Au début, ça n'a pas été fameux parce que bon, en plus, on a perdu pas mal de matchs en championnat. Ils ont coupé le coach, Claude Bergeron hier, et il n'y a pas une grosse entente, on va dire, entre Claude Bergeron et moi. On a toujours plus ou moins joué au chat et la souris entre lui et moi, quoi. Même s'il avait parfois dans son jeu des éclats, c'est un garçon qui est très structuré, qui avait besoin de confiance, qui avait besoin d'installer ses habitudes, qui avait besoin de comprendre ses coéquipiers. Ça lui a pris un peu de temps, mais quand il a été en place, eh bien, il a eu les rênes de l'équipe aussi. Eh bien, ça a bien fonctionné pour lui. Il faut gérer, regardez le petit chrono en bas pour le tir. Ah, c'est parfait. Passe décisive de Sonko. Il fait 2 gros matchs. En tout cas, il a été décisif pour cette finale, quoi, qui nous a permis de remporter le titre. Moustapha dans le rythme lui aussi. Quel geste de
Sonko pour passer au-dessus du contre. Sonko à 3 points. Super. Et c'est un meilleur marqueur français avec Levallois la saison passée. Il va pouvoir y aller, deuxième tentative. Panier accordé et 2+1, un lancer franc supplémentaire pour Moussonko. Le puncher, meilleur marqueur samedi pour les Palois. Bien joué de la part de Moussonko. Il a du caractère, Moussonko. Il n'a pas connu une saison facile à Portez, mais il n'a jamais baissé les bras. 73-67, 6 points d'écart, Forest pour Gadou. Et on attend, et on attend, et on savoure. Et c'est terminé. Maintenant, Portez est champion de France. Didier Gadou et Portez, champion de France 1998. La fête va être belle à Pau toute la nuit. Bon, t'étais venu pour l'obtenu. C'est magnifique. Superbes images, moment magique, énorme moment d'émotion. Mais l'année n'a pas été fabuleuse pour lui, je pense, dans sa tête, mais en tout cas, il a gagné une titre, quoi. Il a quand même apprécié d'être champion de France, il a quand même apprécié le professionnalisme du club, etc. Dans mon projet, je voulais absolument que Mousse, qui venait de finir la saison en 2, reste poste 2. Parce que je concevais le basket avec 2 arrières qui pouvaient être toujours au travers d'un meneur. Donc je voulais prendre un autre meneur à côté de Freddy Fotoux et Mousse en 2 qui aurait pu de temps en temps jouer meneur. Et lui m'a dit, non, moi je veux absolument juste 1. Et j'ai dit à ce moment-là, il y aura des difficultés. Parce que, bon, je suis un type de conviction. Donc il a choisi d'aller à Villeurbanne pour 2 ans. Là, à Villeurbanne, le projet était clair, c'est-à-dire que la première année, il jouait avec Rudd. En même temps, quelque part, il apprenait encore le métier de meneur. Il était encore là. Et la deuxième année, il était meneur pur. J'ai beaucoup appris, même si je ne m'entraînais pas avec eux dès le début. Quand je voyais les entraînements, je voyais les matchs, j'essayais de piquer quelques trucs, tout ça, parce que c'est quelqu'un super technique. Reste 4 secondes. Mousse pour le shoot. Oh, c'est fort! C'est fort ce qu'il réussit, Moustapha Sonko. C'est un peu sa spécialité. Je garde vraiment un super souvenir de Villeurbanne parce que, bon, hormis qu'on ait perdu 2 finales de suite avec Agneau, qui est vraiment un entraîneur exceptionnel. Et bon, il y avait les dirigeants. Franchement, tout a été super là-bas pour moi. Jim Bilba. C'était 2 lancers d'ailleurs pour égaliser. Et là, c'est une balle pour... Et il est passé, Moustapha Sonko, il vient dunker! Et là, c'est un contre de Moustapha Sonko. Allez, pour le spectacle, Moussanko. Et là, c'est Moussanko, je monte, je reste suspendu, j'attends que tout le monde redescende. Et voilà. Faire jouer son équipe et de prendre les responsabilités au moment important. Ça, c'est peut-être quelque chose que je lui ai appris. Ça remonte la vie. Moussanko, en 3 points hyper important. Moustapha Sonko. Voilà. Il est toujours là dans les moments décisifs. Ouais, superbe passe et le dunk en puissance de Marlon Maxey. Joli. Ouais, c'est superbe.
Mousse a mûri. C'était plus le joueur booster, entre guillemets. C'était un vrai meneur de jeu et un vrai meneur d'homme. Je pense que c'est ce qui a fait la grosse différence après. Alors qu'avant, c'était un booster, on ne savait pas trop si c'était un vrai 1 ou un faux 2. Je pense que quand il est parti de Villeurbanne, c'était un vrai 1. Marcus Brown. Il est fort quand il est lancé comme ça, Marcus Brown. Très fort. Limoges est champion de France grâce à sa victoire sur le parquet de l'Astrobal. Maintenant, il faut dire Limoges est l'équipe de l'année. On a dit beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, des parasites. Limoges est l'équipe de l'année. Bonnes vacances! Ça représentait tellement ce titre de champion de France pour l'Asvel. C'est Lyon-Villeurbanne qui a ce titre depuis 1981. Et tout le monde ici était persuadé que cette année c'était la bonne avec cette équipe largement remaniée. Eh bien il faudra encore patienter un an. Mousse c'est quelqu'un de très émotif. Par rapport à tout l'investissement qu'il a, quand il perd, c'est quelqu'un qui peut pleurer. J'étais vraiment déçu là, j'en ai vraiment pris un coup sur la tête. Je pense qu'il avait envie de partir par la grande porte et de laisser un titre à Villeurbanne à l'époque. Bon, ça fait partie du sport aussi, hein. C'est la loi du sport. Hein. Ah, franchement, c'était super dur parce que cette équipe-là, franchement, elle nous avait fait kiffer. Hein. Avec Laranaga, Marlon Maxey, tout ça. Franchement, c'était une vraie équipe. Une vraie équipe. En plus, Mousse, là, il avait fait une vraie saison, que ce soit en championnat en Euroleague. C'était l'année avant qu'il parte à Malaga. Moustapha Sonko. Touche bien. Oh, il va au bout. Changement de ligne. Il est facile, Mousse. Regardez ça. Hop, main droite, main gauche. Et derrière, le dunk. Il ne faut pas oublier non plus qu'à Pilsen, on a failli repasser cette année-là pour se qualifier sur le flanc et que ça se joue sur un tir du milieu de terrain de Mousse qui, entre guillemets, fait gamelle, qui ressort. Et que s'il l'avait mis, on allait encore au final fort. Donc, hélas, on a eu deux événements importants dans notre année et que ça s'est soldé à chaque fois par un échec. Ah non, c'est l'homme volant. Lui, c'est l'insaisissable. L'infranchissable. Ah, mon gars, c'est clair. C'est clair. Attendez. Aïe. Et j'ai une question aussi à poser à la barre à mine. On appelle alias Jim Bilba. Une barre, c'est quelqu'un de radin qui ne donne pas. Une vraie barre, une barre à mine. Une barre. Comme ça. Viens, on va boire un coca, viens, on va boire un jus. Donc on a d'argent qui rentre. On a besoin de quelque chose, on te le donne. Mais lui, c'est une barre. Il donne rien. Attends, dans l'équipe de France, il y a des brutes, il y a des mecs qui n'ont pas d'amis, des mecs radins. C'est sympa l'équipe de France. C'est ça, c'est pour ça. C'est chacun pour sa peau. C'est pour ça qu'on va réussir. Voilà. Parce qu'on est une équipe un peu atypique. Voilà. C'est le mot atypique. Voilà. C'est vrai que quand on termine 4e, c'était en France, donc c'est vraiment dommage, puisqu'on avait beaucoup d'ambition, on avait vraiment le potentiel pour faire quelque chose. Et en même temps, toutes les rumeurs qui ont fait dire qu'il y avait des clans, que les chaussettes hautes, tout le blablabla. Les chaussettes hautes, d'ailleurs, personne n'a su vraiment me raconter ce que c'était. Mais on a décidé de mettre des chaussettes hautes et puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Je pense que c'est la presse d'ailleurs. Quand on commence à raconter les chaussettes hautes, le cas de Tariq, la jalousie par rapport à tout ce qu'il était, il était le plus médiatisé. Et, bon, il a amené beaucoup de bien à l'équipe et bon, jusqu'à ce qu'on se casse la gueule, mais c'est encore une plus certaines personnes qui ont voulu mettre des bâtons dans les roues à certaines personnes et apparemment ils l'ont bien fait. On était déçus dans le fond de ne pas accrocher une médaille, tout en sachant très bien qu'on allait aller au jeu et que ça nous s'était pas arrivé à la France depuis 84 et que c'était fabuleux. C'est mon meilleur souvenir basket.
Parce que c'est un rêve que j'ai toujours eu, de toujours vouloir faire les Jeux Olympiques, mais n'importe quelle discipline, mais aller aux Jeux Olympiques. Et ça s'est fait, avec une médaille. Les souvenirs et les Jeux, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Tu croises tous les athlètes et puis un fanat de toutes les autres disciplines sportives. Il était comme un gosse au milieu d'un magasin de jouets, quoi, tu vois, vraiment avec toutes ces stars qui passaient. Je me souviens une fois, on a croisé Gebre Selassie. La tête, on est parti, on a couru après lui. Je sais pas, tu croises Abdul Jabbar, tu croises Roger Milla qui vient te voir, qui te dit oh, c'est bien les mecs ce que vous faites et tout. Toi t'es comme ça, t'es comme un gamin. Bah, il était bloqué dès le départ. Je me souviens que le premier match que j'ai fait contre la Nouvelle-Zélande, j'ai pas mal joué, mais j'avais hyper mal. Même pendant les entraînements, j'ai essayé de forcer. Mais de toute façon, c'était un bien pour un mal, parce que quand on voit après ce que Laurent Sierra a fait derrière, on va dire qu'il nous a menés à la médaille. Au quart de finale, ils font un gros truc. Ils font un gros truc parce que le Canada arrive avec une forte équipe et puis en demi-finale, ils font un match parfait contre l'Australie. On était dans la même salle d'échauffement à côté du Palais des Sports pendant que se terminait l'autre demi-finale. Les mecs, c'est les Australiens d'un côté et nous de l'autre, les mecs qui shootaient et tout, et nous on s'est mis à jouer au foot. Ouais. On s'est mis autour du rond central et on s'est mis à faire des jongles. Quand t'es basketteur et que tu finis ton échauffement en faisant des jongles, c'est que t'es serein grave. On met le Cyril Touvian qui vient de Sierra. Les moments magiques, c'est où tu rentres sur un terrain sachant que tu vas gagner, où tout roule, où tu fermes les yeux, tu trouves tes coéquipiers. C'est très peu sur 20 ans de carrière. Sanko. Voilà, c'est terminé. Exploit du basket français, victoire de l'équipe de France, 76-52. Ce qui se passe dans la première mi-temps, c'est qu'on joue un basket comme on a joué en quart, en demi, mais sauf qu'on ne met pas dedans. Et en deuxième mi-temps, on continue à faire le basket qu'on a joué en deuxième semaine et on met tout dedans. Ce qui fait qu'on revient. Rizaché, voilà, ça y est, c'est Yann. Allez, Laurent Sierra qui prend sa chance à 3 points. Je vous l'ai dit, c'est débloqué. Laurent Sierra, belle passe pour Cyril Julien. Et de nouveau la possibilité pour les Français de revenir à 8 points sur un shoot par exemple. À 3 points de Sierra. Héroïque l'équipe de France. Bah, ma foi, à 4 minutes 10 de la fin, je crois qu'ils sont à bon. Antoine Rigaudot. Quel shoot de Rigaudot. Ils étaient magnifiques sur le podium et c'était un vrai plaisir de les voir. Qui aurait dit ça? Qui aurait dit ça? Ils ont été splendides. Même si Mousse, sur la compétition, a subi le contre-coup de la grande performance de Laurent Sierra. On rêve toute une vie de moments comme celui-là. Vous pouvez considérer qu'on est actuellement la deuxième meilleure équipe au monde. Donc on peut être fier de ça. L'état d'esprit général quand une équipe croise la Dream Team a complètement changé. Maintenant tout le monde sait qu'ils sont battables. Nous on est une génération de joueurs qui avaient vécu les images de la première Dream Team où tout le monde arrivait avec les appareils photo. On était entre les deux, tu vois. On n'était pas encore à se dire qu'on va les piler et plus à se dire on les admire juste, on va les regarder, on va en prendre 50 et puis c'est bien, on aura joué la Dream Team. Mais tu vois, on était au milieu du chemin, quoi.
Bah après Villeurbanne, je voulais un peu goûter à l'Europe, tenter ma chance à l'étranger. Et ça a été Malaga. Malaga parce que Malkovic était, il t'a fait... Aussi, oui. Et donc Malkovic, ouais, avec Malkovic, et c'était le début d'une grande aventure. Mustafa Sonko, para nadie decía entre Risacheres con la que estaban luchando. Me extraña que Sonko se haya parado. Vale la canasta de Sonko. Decía que me extrañaba que Sonko se hubiera parado cuando recibe el balón en esa... Quand on prend deux personnages comme Boja Malkovic et Mousse Sonko, l'attelage est improbable, on va dire. Mais c'est ça le sport, et c'était l'homme de main de Boja. Il a pris le basket de haut niveau, quoi. Mais il a enrichi son jeu, cette dimension. Des jours, il a resitué un petit peu son curseur qui détermine justement la qualité d'une prestation. Et c'était ce qu'il a appris au contact de Malkovic, cette gestion, cette intelligence de jeu, cette compréhension du jeu. Et la faculté qu'il avait après de comprendre mieux temps fort et temps faible, lorsqu'il fallait accélérer, lorsqu'il fallait ralentir, lorsqu'il fallait gérer, lorsqu'il fallait choisir. Et c'est ça, toute cette dimension de vrai meneur de jeu, comme on l'entend, avec ces petites dimensions qui faisaient de lui quelqu'un d'exceptionnel, ces dimensions physiques. C'est clair qu'avec lui, bon, j'ai franchi un palier, j'ai appris de nouvelles choses, et plus gestionnaire, apprendre à jouer pour les autres aussi, plus me consacrer à la défense aussi, et, bon, pas mal de nouvelles choses. Et en plus, c'est un championnat qui n'a rien à voir avec ce que j'avais connu, c'est vraiment autre chose. He makes a very, very influential 3 or 4 years in Malaga. They won, before I got there, the Copa Courage, and it's one of the most remembered playmakers in Malaga's history. Enfin, moi, je suis allé souvent le voir. Mustafa Sonko, c'est quelqu'un à Malaga. Ouais. Ah ouais. Había dado nociones y en el pique ya iniciado el primer partido entre los dos jugadores. Veremos qué pasa ahora. Sonko, qué bárbaro, qué barbaridad, Sonko. Espectacular, impresionante. Sonko que tiene una potencia de salto increíble. It's just one spectacular dunk that I'll always remember. Cualquier matador, entre comillas, oficial de la NBA, esta barbaridad que ha hecho Sonko. Sí, Sonko, ya sabemos que eres tú, Sonko, sí. Oh, dans ma carrière, j'en ai mis pas mal. Hein. Ouais, j'en ai mis pas mal. Sur les pivots. Ouais, sur des big men, ouais. Ouais, j'en ai mis pas mal. He has all the tools. When he wants to play, he could play against anybody. I think personally, when he was younger, he had great opportunities to play in the NBA if he wants. He has every tool: shoots threes, penetration, defense. He can do it all. Il est devenu un joueur d'une dimension planétaire, et je pense que le plus gros regret peut-être qu'il peut avoir aujourd'hui, c'est de ne pas avoir croisé sur sa route plutôt un coach comme Boja, qui l'aurait certainement amené au-delà des frontières de l'Europe. Donc en NBA. Moi, ce qui m'a marqué, c'est cette faculté à pouvoir trouver le sommet à n'importe quelle situation, n'importe quel contexte. Un avion qui pourrait être en train de s'écraser, s'il dort, il ne se réveillera jamais, quoi, tu vois. Donc c'est ça qui est fou, quoi. Qu'est-ce qu'il dort, quoi, putain. Tu le laisses 3 minutes sur un banc, quoi, il s'endort, le gars. Incroyable. On allait en Lituanie avec l'équipe nationale dans un avion privé, et on a atterri alors de travers, vent de travers. L'avion s'est posé de ces genres comme ça, plac plac, sur une piste verglacée, une ancienne piste militaire. Donc tu vois, la tour de contrôle avec les bâches et tout, puis la piste verglacée, on arrive, il faisait -30 avec le vent de travers. Là, nous tous, Ciara qui a peur de l'avion, derrière moi, je lui tenais la main, parce que Ciara, bon, ça s'améliorait, mais à l'époque, il y avait très peur de l'avion. Tous, on était tous en train de se demander si on serait encore là à l'atterrissage. Et mon mousse, il était dans l'allée, il pionçait. Par terre avec son oreiller, puis on sait. L'avion en travers comme ça, nous quasiment en train de prier, et lui il dormait. J'étais sur les banquettes en train de dormir, ouais, je me souviens. Ouais. Bon, faut dire, j'ai vraiment pas du tout peur de l'avion en plus. Donc après le fait que bon, il y a eu tout ça, je me souviens même pas qu'on avait bougé tout ça.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te vénères? Joe, tu sais ce que t'as fait, non? Pourquoi tu te vénères? Regarde ça, regarde ça. Oh, Dieu de... Il fait un très bon Euro. Il fait un très bon Euro, mais il est derrière Tony Parker, parce que Tony Parker est champion NBA, que Tony Parker est au sommet de son art. Et la solution, elle est trouvée à certains moments avec les deux en même temps. Tony Parker qui marque sur la passe de Moussonko. Moi, j'ai regretté qu'ils ne prennent pas les affaires en main un peu plus. Voilà, un peu plus. Sachant qu'il pouvait jouer 2 postes, donc on pouvait l'associer avec Tony. Sachant qu'il avait une voyance internationale, donc il connaissait les dangers. Et interception de Moussonko. Qui dribble dans le dos et qui vient déposer la balle. 18 points en 17 minutes. Une rentabilité extraordinaire là. Vite, il reste 3 secondes. Allez, balance la bombe. Moussonko. Et bien. Super de Sonko. allez, faut la donner à Tony là. Shoot de Mousse, c'est très dur. Oh, le shoot de Moussonko. Énorme avec une faute dans le sifflet. Face à un Dakar qui est plus grand que lui. Un exploit. Oh là la Mousse. Extraordinaire, extraordinaire. Boris Diaw face à Kirilenko. C'est la France est en demi-finale. Elle s'impose face à la Russie. 76 à 69. Je crois qu'on avait encore une équipe pour aller au bout. On perd contre la Lituanie en demi, vraiment sur l'arraché. Et je pense qu'en plus, ce matin, on aurait dû gagner. Il faut prendre un tir là, les garçons. Moussonko. Moussonko, ligne de fond. Aïe, 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 aïe. Tony Parker qui perd le ballon. Oh, le ballon perdu. C'est terrible, c'est trop dur là pour l'équipe d'Alain Weiss. La Lituanie, on avait vraiment le match en main et tout, puis il y a eu des erreurs de fait où on aurait pu vraiment s'imposer, quoi. La défaite contre la Lituanie, après contre l'Italie derrière, qui fait encore plus mal. L'équipe B d'Italie est en train d'humilier la France sans ses joueurs majeurs. C'est... Oui, on a l'impression d'être en pleine science-fiction là quand même. Moussonko sonne le réveil. Il est exemplaire de combativité en défense et en attaque. 2 points d'avance pour l'équipe d'Italie. 66-64, 46 secondes à jouer. Balle perdue, interdite. Tony Parker, Moussonko qui prend un shoot très dur. La claquette ratée de Boris Diaw. C'est la même chose qu'hier. Sonko avait pénétré, vous vous souvenez, dans l'avant-dernière possession en attaque. Il y a 2 points de balle pour les Français à 9 secondes de la fin. C'est Tony Parker qui va la jouer, c'est normal, il est champion de NBA. Tony Parker, c'est raté, c'est fini. Les Français ne seront pas aux Jeux Olympiques d'Athènes. On n'a pas été professionnel peut-être sur la fin où on perd contre l'Italie, où on aurait dû être tous ensemble, se serrer les coudes et faire en sorte de cela. Parce qu'on devait le gagner, mais tout le monde a sa part de responsabilité. Le dernier match me restera personnellement longtemps au travers de la gorge, parce que j'estime que vous ne l'avez pas joué. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de commencer le match comme vous l'avez commencé. Ça, c'est inoubliable. Inoubliable. Vous n'aviez pas le droit. Par rapport à tout ce qu'on a fait, par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble, vous n'avez pas le droit de faire ça. Par rapport à une équipe d'Italie qui était complètement diminuée et qui avait à peine l'espoir de figurer. Vous n'avez pas le droit de faire. Même aujourd'hui, j'arrive pas à m'expliquer la déconvenue, puisque même déconvenue, déconfiture, on va dire, parce que c'était vraiment... c'était pitoyable sur le terrain, on n'arrivait pas à aligner 2 passes avant de prendre un tir, c'était vraiment chacun pour soi, c'était dommage.
Moi, Tony Parker, déjà, je le connais pas très bien. Donc, disons qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment pas plu en lui, on va dire. C'est le jour où il arrive en conférence de presse qu'il dit qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Vraiment, là, pour moi, c'est pas un signe d'une personne qui est capitaine d'une équipe et qui essaye de gagner le championnat. Et dire qu'après ça, on est jaloux de lui, ou personne, j'ai vu qui a dit ça, ou des personnes qui ont dit qu'on était jaloux de lui. Mais là, attendre longtemps pour penser que je suis jaloux de ce qu'il est ou de ce qu'il a. Je suis vraiment content de le voir jouer sur les terrains de basket et dominer comme il domine aux États-Unis. Ce qu'il a, il le mérite et je suis content pour lui. Mais moi, personnellement, je suis content de la vie que j'ai et j'envie rien à personne du tout. Es un jugador que ofrece mucho espectáculo. Lo que pasa es que el espectáculo que ofrece Sonko lo aprecian más los entrenadores. Es un jugador que destaca mucho por su defensa. Es un jugador que contribuye mucho a la labor del equipo. Eso es muy apreciado por todos los entrenadores que ha tenido. Desde luego, Malik cuando fichó por el Real Madrid, lo primero que dijo es que quería a Sonko. Y si lo ha dicho Malikovic, pues creo que tendrá bastante razón. Dans une carrière, si tu as porté le maillot du Barça ou le maillot du Real, c'est un des trucs les plus fabuleux qui peut arriver dans ta carrière, quoi. Pour tout joueur de basket qui veut vraiment connaître le niveau, jouer un jour à Madrid, c'est vraiment l'extase. En plus, l'anecdote, c'est qu'il avait le même maillot que Zidane, quoi. Il avait le numéro 5 aussi. Mais il y avait deux Français numéro 5 au Real Madrid à la même période. C'est une machine sur le terrain. De toute façon, il distribuait les ballons, il mettait les paniers quand il fallait. En plus, il avait la chance de pouvoir jouer avec Michael Gelabal. Donc le ballon circulait bien entre les deux. Ils arrivaient à avoir une alternance qui était intéressante. C'était la paire française du moment, quoi, puisque c'est l'année où ils ont été champions d'Espagne en plus, donc c'était vraiment un duo qui fonctionnait à merveille. On chambouait tous les jours, c'était la belle vie à Madrid quand on était ensemble. On sortait de temps en temps, il sortait pas tout le temps parce qu'il avait sa femme. Avec lui, on a eu des moments forts, vraiment forts, et une relation vraiment spéciale. Ouais, je suis un pioche. Je suis vraiment content de savoir aujourd'hui qu'il est aux États-Unis. Bon, même s'il n'a pas encore bien trouvé ses marques, il n'est toujours pas bien rodé, mais je suis vraiment content pour lui. L'équipe qu'ils ont cette année-là, il y a beaucoup de joueurs qui connaissent bien le métier, quoi. Ça se voit en play-off, ils jouent vraiment très très bien. Sonko juega con Bullock, triple de Luis Bullock. Il fait des gros play-offs, ouais. Mais nous, c'est souvent des gros play-offs. Hein. ...69-61, los últimos segundos del partido. Sonko, de nuevo Musonko, la pide Gelabal para buscar el triple. Triple para Michael Gelabal. Ce qui est marrant, c'est que j'étais avec lui avec sa main, tu vois qu'il me fait signe. Ouais. Va à 3 points pour shooter. Et là, je me recule et je shoot et je marque, quoi, tu vois. Sale de la presión el Tau. Calderón para Macellauskas, penetra Macellauskas, Escola, aro pasado, ¿no?
Rebote para Yelaval a la carrera. Si Calderón abre los brazos como diciendo por qué hay que tirar tan rápido, y al Real Madrid le da En la esta esquina opción. Hamilton. Hamilton penetra y anota Justin Hamilton. 20. 3 puntos. Vamos, ¿qué hace el Real Madrid? ¿Hace falta? ¿No hace? Pierde el balón. La pierde el Tau Cerámica. Bueno, pues 69-66. Vaya momento. Ha fallado ese tiro libre. Vaya momento Sonko. para fallar. Sonko va a tirar a fallar. Vamos a ver quién lucha por quién consigue este rebote. Ahí va Sonko. Falta rápida entonces ahora. La mete Sonko, Splitter, la Bueno. pierde, la ha perdido Pues van a ahí. sacar. La ha perdido Splitter. Madre mía, cómo se ha puesto el partido a 13 segundos para el final. 69-67 y bola para el Real Madrid. Herreros. Va a defender Tau. Ahí está. Hamilton para Herreros, tira Herreros, triple. Bueno. Triple de Alberto Herreros. 6 segundos, Tau. Ahí va Calderón. Penetra Calderón. Tira, tapón. Ha ganado el Madrid. El Real Madrid se proclama campeón de Liga. Qué increíble cómo dar la vuelta al marcador el Real Madrid. Le ha dado triple de Alberto Herreros. ¿Cómo se le ha ido en la final? Ha ganado la Liga el Real Madrid. Le plus grand plaisir, c'est de voir Alberto Herreros terminer sa carrière sur un shoot comme il a fait. C'est vraiment... Avec lui et Didier Gadou, ça a été les meilleurs capitaines que j'ai jamais rencontrés. C'est des personnes qui s'investissent et vraiment tu sentais que vraiment c'était des personnalités. Yo creo que él además fue un jugador muy importante en el Real Madrid, que dejó huella y que le daba al Madrid una cosa que es difícil de conseguir, ¿no? Que es la entrega, la lucha, la garra. Yo creo que es un jugador que juega con alma y se nota, ¿no? Y yo creo que fue parte importante de ese triunfo. Il a fait une énorme carrière, c'est un joueur énorme en France, il a fait une énorme carrière en Espagne, il ne faut pas oublier qu'il est champion d'Espagne quand même, et puis c'est pas Toki, c'est la ligue la plus forte en Europe. Ce qui veut dire qu'il notamment quand il est au Real, quoi, il a participé à des trucs fantastiques. Bueno, yo tuve una sorpresa muy agradable, ¿no? Porque tenía un perfil de mus. Es un tío muy bueno, muy grande, dentro y fuera de la pista. Es un jugador que hace equipo, es un jugador muy serio, muy profesional y yo creo que tenemos suerte de tenerlo ahora en el Etosa, ¿no? Ouais, même s'ils sont en Pro B, je pense que c'est... Oui, ça a toujours été un de mes objectifs de fin de carrière, c'est de revenir dans la région parisienne, spécialement à Levallois. Bon, maintenant, il faudra voir aussi comment je serai physiquement et tout ça, mais c'est un de mes objectifs, c'est clair. Mousse, il a été une preuve qu'en sortant de Playground, qu'on pouvait jouer au basket de haut niveau et être meneur d'équipe de France aussi. Je pense que c'est un des mecs qui a montré la voie à beaucoup de jeunes qui ont pu s'engouffrer dans la branche basket, normalisée, et puis je suis sûr qu'à l'heure actuelle, il y en a plein de jeunes qui n'auraient jamais percé. Et grâce à des gars comme lui ou Alain Digueux, ça permet au basket français de s'enrichir d'un potentiel et d'un vivier extraordinaire pour la suite. Il a créé donc ce pont entre le playground et le basket professionnel. À partir de ce moment-là, il a fallu qu'on observe aussi ce qui se passait dans la rue. Quand je dis on, les clubs, ne pas juste dire bon c'est du playground, c'est du n'importe quoi. Non, il y a des joueurs de qualité. Il dynamisait complètement le jeu dans lequel il se retrouvait très bien, il poussait la balle et c'est vrai que ça a été un joueur qui a aidé à faire basculer, je dirais, le basket dans le basket moderne. C'est un rôle fondamental dans l'évolution du basket français en général, je pense. Je pense qu'il a fait évoluer le jeu, en tout cas en France. Il a donné une autre dimension justement au poste de meneur de jeu, qui n'était pas juste le poste de meneur de jeu gestionnaire qui devait se cantonner à ça. Il a apporté toute cette dimension spectaculaire qui a fait le bonheur de tous les amateurs de basket. On ne trouve plus de joueurs comme ça. Qui ont un investissement pour le maillot, pour le club, mais c'est faramineux, c'est faramineux. C'est un bel exemple, vraiment, parce qu'en plus il est parti de pas grand-chose, Mousse, et qui connaît les vraies valeurs de la vie et les vraies valeurs du sport. Il était lui-même et c'est un garçon qui a toujours été authentique dans les mains, dans sa façon d'être et tout ça.
Et donc il était authentique sur le terrain. C'était sa façon de se voir le basket. Et c'était avec cette façon-là qu'il prenait du plaisir. Il a le droit de s'asseoir à côté des plus grands du basket français, de sa génération, des générations d'avant, des générations futures. Il fait vraiment partie des très grands.